Au menu ce soir, la déception de la défaite fait place au deuil chez le Canadien. La flamme de l'ex-attaquant Claude Lemieux s'est éteinte. À combien se chiffre la dette au Québec? La question hante encore la première ministre Fréchette aujourd'hui. Et 4 milliards de dollars, c'est ce qu'a besoin le réseau public de l'éducation pour être vraiment fonctionnel. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et bienvenue au Débatteur. On est là, désolé de cette entrée en matière un peu brusque ce soir. Autour de la table, on a Maude, Joanne, Alain et Victor. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Les mots de l'actualité ce soir, on y va avec Maude et Alain. Maude, ma tante. Oui, ma tante, parce que Éric Duhem a traité Christine Fréchette aujourd'hui de ma tante. Dans le fond, il disait qu'il voulait dénoncer l'interventionnisme du gouvernement et les subventions aux entreprises. Et il a dit que, mais la CAQ, évidemment, ne l'a pas pris, là, mais il a dit qu'il utilisait mon oncle pour mon oncle François Legault, puis qu'il avait dit ma tante. La CAQ a demandé des excuses, il n'en a pas donné. C'est pas l'équivalent. Bon. C'est ce que je pense. C'est ça. Ben, non, mais en plus, moi, je dirais même, Michel, qu'en 2026, ni mon oncle ni ma tante ne passent. C'est terminé. Alors, ça prend des excuses? Ça prendrait des excuses, oui. Absolument. Alain, séduction. Mark Carney, qui était à New York devant un parterre de gens d'affaires pour faire une grande séduction, pendant qu'au même moment, le Mexique et le gouvernement américain négociaient pour leur entente, alors que nous, on est encore à essayer de recoller les pots cassés. Donc, on sent qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais bon, ils voulaient convaincre des gens de venir investir, que le Canada était une belle destination pour eux, là. On commence avec cette triste nouvelle qu'on a appris aujourd'hui. On l'a vu porter fièrement le flambeau au Centre Bell lundi avant le match des Canadiens. Ça aurait été la dernière apparition publique de Claude Lemieux. L'ancien joueur est décédé à l'âge de 60 ans. Les autorités américaines ont confirmé qu'il s'est enlevé la vie en Floride. Claude Lemieux, c'est une des légendes du Canadien. Il a eu une carrière de 20 ans dans la LNH. D'abord avec le Tricolore, avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 1986 lors de son année recrue. Il était considéré comme un joueur déterminé, courageux également, des qualités qui ont fait de lui un favori des partisans du CH. Avoir porté le chandail du Canadien, avoir fait partie de cette grande famille-là, faire en sorte que la famille va être soutenue par l'équipe. Il a porté le chandail du Canadien et d'autres équipes également, mais c'est la grande famille de la Ligue nationale là, qui est affectée aujourd'hui. Claude Lemieux a aussi porté les couleurs notamment des Devils du New Jersey et de l'Avalanche du Colorado, avec qui il a gagné 3 autres Coupes Stanley. Un véritable dur à cuire, il prenait plaisir à déstabiliser ses adversaires. C'est un grand compétiteur, c'est un gars qui, un peu comme moi, haïssait perdre, était prêt à faire vraiment tout ce qu'il pouvait pour essayer de gagner. C'est ce qui l'a mis des fois dans le trouble un petit peu plus souvent qu'autrement. Mais si tu regardes sa carrière, c'est quand même extraordinaire. Depuis qu'il avait accroché ses patins en 2009, Claude Lemieux était agent joueur. Le hockey, ça a été une énorme partie de sa vie. J'ai joué avec plusieurs équipes. J'ai gagné 4 Coupes Stanley avec 3 équipes différentes. J'ai joué pour 6 équipes, mais mon équipe, c'est les Canadiens de Montréal. Et j'ai commencé à l'âge de 18 ans. J'ai joué mon premier match et je suis revenu, j'ai joué à l'âge de 43 ans. Alors, j'ai eu une très belle vie avec le hockey et ma réponse, c'est merci. C'était un extrait de Claude Lemieux qui avait été enregistré par nos collègues de RDS. Victor, comment tu as accueilli cette nouvelle-là, toi, aujourd'hui? Ça m'a frappé énormément parce que les images de Claude Lemieux qui arrive avec le flambeau proche de la patinoire du Centre Bell sont tellement fraîches. Un regard perçant, un sourire absolument magnifique, et c'était seulement il y a 3 jours. Alors, les pensées, bien sûr, sont toutes avec la famille, avec ses 4 enfants, sa conjointe, tous ses amis, son entourage. Et c'est traumatisant de se dire qu'il y a 3 jours, il y avait ce grand moment de bonheur et de communion avec les fans. C'est ce qui est particulièrement marquant, Alain, justement.
Oui. C'est de voir qu'il y a quelques jours à peine, il était au Centre Bell. Tout à fait. Puis moi, je me rappelais, c'est la Coupe Stanley en 86, je m'y intéressais. Là. On entendait toutes les anciennes légendes qui avaient marqué nos parents. Moi, c'était le premier moment que j'ai pu vivre. Puis quand je l'ai vu, là, comme disait Victor, là, moi, ça m'a rappelé son but, le 7e match là, dans la division Adam contre les Whalers d'Hartford qui n'existe plus. Moi, ça m'a rappelé ce but là, spectaculaire qu'il avait fait. Là. Ouais. Martin Saint-Louis, vous l'imaginez, était appelé à réagir aujourd'hui. On l'écoute. J'ai grandi de le regarder jouer contre le Canadien. C'est un joueur qui était toujours très combatif, très agressif aussi. C'est rare qu'il se présentait pas. Joanne, est-ce que l'éthique de travail de Claude Lemieux pourrait inspirer les joueurs des Canadiens demain? Parce que avec tout ce qui se passe émotivement... là, J'ai juste trop d'émotions présentement avec cette défaite qui était comme spectaculaire. Tout le monde était super déprimé de regarder ça. Là, on a cette triste nouvelle. Fait qu'il faut que ça inspire quelque part. Oui. T'as espoir que les joueurs, toi, Maude, soient capables de renverser la vapeur demain ou... Bien, je pense qu'on a plus beaucoup. On a encore beaucoup de cœur. Hein? C'est une équipe qui a beaucoup de cœur, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est une équipe qui n'a plus de jambes. Ils n'ont plus l'air d'avoir rien dans le tank, comme on dit. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus beaucoup d'énergie. Je pense que les carottes sont cuites. Ouais. Mais ça me fait mal. J'ai eu mal hier. Peut-être qu'ils iront la gagner pour Claude Lemieux. J'espère. Gardons espoir. On va suivre ça, bien sûr, ce match. Maintenant, parlons politique québécoise. La première ministre qui a eu une dure journée à l'Assemblée nationale hier, Christine Fréchette, qui a été incapable de répondre à certaines questions, entre autres sur la dette de la province. Et ses revenus, là, hantés aujourd'hui. Pour les partis d'opposition, c'est inconcevable que la femme à la tête du Québec ne connaisse pas ces informations. Résumé, Laurence Royer. L'étude des crédits budgétaires a été un exercice difficile pour Christine Fréchette. Hier, elle a été cuisinée longuement par les partis d'opposition qui avaient de nombreuses questions pour elle. Je vous invite d'abord à écouter cet extrait là, dans lequel on peut voir la première ministre se tourner vers ses collègues pour avoir de l'aide pour répondre à la question du PLQ sur le montant de la dette au Québec. Non, je veux la dette nette, en chiffres, en dollars. Est-ce que vous savez c'est quoi? En dollars, ça équivaut à quoi? J'en conclus, Madame la Première ministre, que vous ne savez pas c'est quoi le chiffre de la dette au Québec. Je vous reviens. Pour les partis d'opposition, surtout le PLQ, cette ignorance de la première ministre ne passe pas, surtout dans un contexte où elle fait de nombreuses annonces depuis qu'elle a été élue à la tête de son parti et qui coûtent cher à l'État. On peut penser là, au remboursement de la taxe de bienvenue, la hausse des soins à domicile ou encore l'abolition de la TVQ là, sur certains produits qui privent l'État de revenus. Mais son ministre des Finances, lui, s'est porté à sa défense. On peut les entendre. Au-delà de savoir le chiffre, là, ce que ça nous dit, c'est qu'elle ne s'en soucie pas. C'est que ça ne l'intéresse pas. Et ça, c'est particulièrement problématique quand on fait des annonces préélectorales avec le Trésor public. Je pense qu'elle a passé un mauvais quart d'heure en crédit. C'est un exercice difficile. En même temps, je pense qu'il faut avoir une idée approximative de la dette. Elle est première ministre, elle a été ministre de l'Économie. C'est ça qui devrait inquiéter les Québécois. La première ministre était très bonne. Elle connaît le chiffre en pourcentage du PIB qui est, lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2018-2019, il était de 43 % du PIB. Aujourd'hui, il est de 39 %. Et c'est pas la seule réponse que Christine Fréchette n'a pas été en mesure de donner. Hier, elle ignorait également que la taxe sur les produits d'assurance va augmenter là, à partir du mois de janvier. Elle s'est expliquée en disant qu'au moment où cette mesure a été adoptée, elle était occupée ailleurs puisqu'elle était ministre de l'Économie. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Joanne, avec toutes les annonces coûteuses des dernières semaines, est-ce que, selon toi, la première ministre se devait vraiment de connaître cette réponse-là? C'était vraiment très gênant, là, on s'entend. Mais de ne pas connaître le chiffre exact, c'est une chose, mais c'est le fait de ne pas être prête. Elle n'a pas dit « je vous reviens avec le chiffre exact ». Ça montrait un peu une espèce d'instabilité. Je veux dire, elle a tout ce qu'il faut pour dire « je vous reviens tout de suite ». Ah, c'est approximatif. Mais elle n'était comme pas capable. Ouais. Comment t'expliques ça, cette situation-là? Bien, moi, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'elle connaisse. Le chiffre, là, c'est clair. Sauf qu'il faut comme contextualiser un petit peu. L'étude de crédit, c'est quand même une rencontre avec la première ministre, les ministres, toute l'opposition. L'opposition connaisse mieux le dossier qu'elle qui vient d'arriver. Ils viennent de revenir en Chambre. Je suis un peu comme, est-ce que vraiment on peut s'arrêter au fait qu'elle ne connaissait pas un chiffre? Moi, tu donnes le bénéfice du doute. Oui, quand même. Mais c'est sûr que j'aurais préféré qu'elle le sache, on s'entend. Mais... Oui, en tout cas, chose certaine, ça donne des munitions, Victor, au parti d'opposition, qui visiblement était prêt
C'est la première mauvaise semaine de Christine Fréchette et cette question du chiffre de la dette, elle vient cristalliser un ensemble de mauvaises nouvelles pour elle. Le courriel d'Éric Girard qui a fuité en début de semaine, les annonces qui ont été mal reçues parce que justement, elles viennent augmenter la dette et le fait de ne pas connaître la dette. En politique, il y a un top 3 des chiffres que tu dois connaître comme première ministre. Le budget global du Québec, la dette fait partie de ce top 3. D'après moi, elle paye son hyperactivité. Elle a manqué de temps de préparation probablement et c'est ce qui fait que c'est sa première pelure de banane. Est-ce que ça va lui coller longtemps? Je pense que oui. Puis un élément qu'on parle pas beaucoup, c'est quand elle est revenue après pour essayer de remettre la pâte à dents dans le tube. Elle est allée dire que 300 millions, ça représentait 39 $ par famille sur l'année, alors que pour 100 millions d'économies de TVQ, ça représentait 50 $ d'économies par famille. Tu calcules vite, règle de 3 qu'on monte à des jeunes en 3e année secondaire. Ça veut dire que même son entourage autour l'ont mal briefé. Ça fait mal. Oui, parce qu'il faut dire ça. Il y a une équipe autour d'elle qui est, j'imagine, aussi coupable, sinon plus. 4 secondes sur Google, trouver le chiffre. 4 secondes. C'est vrai. On parlait de calcul d'école, on va parler d'école. On a souvent parlé des difficultés dans les écoles. Pour être vraiment fonctionnel, le réseau scolaire aurait besoin de plus de 3,5 milliards de dollars de plus chaque année. C'est la conclusion à laquelle arrivent les chercheurs de l'IRIS dans leur plan de relance en éducation. Reportage, Lila Mouche. L'IRIS, ce matin, dans le fond, ce qu'elle nous dit, c'est que les problèmes de l'école ne sont pas conjoncturels ou liés à quelque chose d'occasionnel. Ce sont des problèmes structurels. Il faudra donc que les gouvernements aient une vision à long terme, sortent d'un cycle électoraliste de 4 ans. 3,7 milliards de dollars pour remettre le réseau scolaire public au beau fixe chaque année. Le premier constat, c'est la hausse importante du nombre d'élèves à besoins particuliers qui ne s'est pas accompagné d'une hausse suffisante du personnel professionnel qualifié pour répondre à leurs besoins. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que le réseau fait actuellement face à une pénurie d'enseignants et a massivement recours à des enseignants non légalement qualifiés pour donner les cours. Troisième constat, les gens travaillent beaucoup à temps partiel. Le quatrième constat, c'est qu'il y a un sous-investissement dans l'entretien et la réfection des écoles. Près de 3400 élèves là, qui ont été en bris de scolarisation dans la dernière année. Ça, c'est des enfants qui sont retournés à la maison parce que l'école n'a pas les moyens de s'occuper d'eux. Dans le plan de relance proposé par l'organisme, il est question de l'embauche de plus d'enseignants. Essayer de ramener les gens du privé vers le public, non seulement ça aiderait le système à répondre aux besoins des élèves, mais aussi ça amènerait de l'équité dans le système. C'est que maintenant, il faut bonifier avec plus de professionnels, baisser le ratio élèves professionnels, même chose pour le personnel de soutien. Dans ce rapport, on peut lire aussi qu'il y a une certaine précarité à vivre pour le personnel de l'éducation. 61% du personnel de soutien, 42% des enseignants et 23% des professionnels de service sont engagés à temps partiel ou en contrat temporaire. D'après le gouvernement, 53% des écoles sont en mauvais état, avec des problèmes de climatisation, de qualité de l'air ou encore d'eau. Augmenter le budget de l'éducation depuis qu'on est au pouvoir de près de 62 On a mis plus d'argent dans les infrastructures, on met plus d'argent dans nos écoles. Ce rapport de l'IRIS intervient au moment où les syndicats redoutent un retour à l'austérité dans le réseau de l'éducation et à quelques mois d'une élection qui pourrait changer l'avenir de l'éducation. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Bon, vous entendez ça, près de 4 milliards de dollars à remettre dans le réseau de la santé. Est-ce que tu ferais ça demain matin, toi, Victor? Non, il faut revenir à la réalité. Il manque d'argent en santé, il manque d'argent en éducation, il manque d'argent partout. Et on continue à nous parler du fait qu'il faut investir de l'argent, mais on ne parle pas de où est-ce qu'on va la sortir. On a une réalité au Québec, il va falloir regarder les choses de façon froide. On a une réalité démographique, on a une réalité de payeurs de taxes, on a des problèmes d'infrastructure. C'est bien beau, 4 milliards, mais au bout de la ligne, c'est un groupe militant qui fait ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle serait la mesure à prioriser selon toi, Maude? Moi, je pense vraiment que c'est l'embauche supplémentaire de professionnels. Là. On le sait, les jeunes, en ce moment, le plan d'intervention que c'est 1 sur 4 au primaire au Québec qui ont un plan d'intervention. Ça veut dire qu'ils ont toutes sortes de problématiques de troubles de retard d'apprentissage, de troubles d'apprentissage. Puis au secondaire, au public, c'est 1 sur 3 qui a un plan d'intervention. Alors, les professionnels qui peuvent venir en aide et soutenir les professeurs, les enseignants pour aider les élèves, c'est ce qui aurait de vraiment plus utile et on est en grand déficit en ce moment. Bon, on entend souvent qu'il faut engager davantage d'enseignants. Plus facile à dire qu'à faire. Tout à fait, parce que la première des choses qu'on devrait faire, c'est valoriser la profession d'enseignant. Puis j'ai écouté les syndicats parler. Bon,
Donc, clairement, ce groupe-là, c'est un groupe qui est considéré plus à gauche. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de syndicats qui le commentent, le dossier. Bien, on sort d'une négociation, puis quand on entend les syndicats critiquer les conditions de travail comme elles sont des enseignants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer, mais jour après jour, ça donne pas le goût à des jeunes d'aller à l'université. Puis ça, bien, former un enseignant, ça prend au moins 4 ans. Puis s'il manque d'enseignants, comme l'a dit Gabriel Nadeau-Dubois, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est pas parce que les écoles ne veulent pas les engager. Là. Joanne, ben avec ce constat-là, on ne peut pas penser que tous les élèves ont nécessairement accès à la même qualité d'éducation. Non, puis c'est devenu qu'une bonne éducation, c'est une affaire de riches, c'est des écoles privées, ça coûte une fortune. Puis de réaliser qu'être enseignant, c'est rendu un métier qui est précaire, qui est à temps partiel, qu'il faut aller chercher un autre emploi, c'est ridicule. Il faut vraiment donner la priorité à l'éducation. Je sais qu'on a des problèmes dans le système de santé, mais tout commence dans les écoles. Tout commence dans les écoles. Parlant d'éducation, la période des examens du ministère est bien commencée dans nos écoles, une période qui peut être déterminante pour l'avenir des élèves et qui vient pour certains avec un stress immense parce que des mois d'apprentissage sont évalués en une poignée d'examens. Est-ce que c'est un modèle à revoir? Est-ce qu'on devrait aller jusqu'à abolir les examens du ministère? C'est la question du grand débat de la demi-heure. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également et manquez pas ça. On commence à 22h30. À venir, après la pause à l'émission, les États-Unis et l'Iran se seraient entendus sur une ébauche de cessez-le-feu. Pendant ce temps, Israël veut étendre son emprise sur Gaza. On va faire le point là-dessus dans un moment. On va parler un peu de ce qui se passe sur la scène internationale. Les tensions sont loin de s'apaiser au Moyen-Orient. D'un côté, les frappes américaines se poursuivent, même si on attend l'approbation du président Trump sur un possible accord de cessez-le-feu avec l'Iran. Et de l'autre côté, bien, il y a Israël qui a fait part de son ambition de s'emparer de 70 % du territoire de la bande de Gaza. Résumé, Sabrina Rivet. Bon, rien toutefois n'est joué, mais donc cette entente potentielle doit en principe contenir d'abord un prolongement du cessez-le-feu pour 60 jours. On parle de la levée des restrictions dans le détroit d'Ormuz et surtout des discussions concernant le programme nucléaire iranien. Mais il faut dire quand même que cette nouvelle, ça survient alors que les États-Unis ont mené de nouvelles frappes envers l'Iran aujourd'hui et que les gardiens de la révolution islamique iranienne ont lancé une attaque visant une base aérienne américaine pour répliquer. Mais bref, un accord est sur la table entre les États-Unis et l'Iran, mais il faut que ce soit approuvé par le président américain. The teams have been going back and forth, and President Trump has made it very clear, he talked about it at the cabinet meeting, that he has several red lines. And Iran has to turn over their highly enriched uranium. They cannot pursue a nuclear weapon. And the Strait of Hormuz, back to your question on energy, has to free transit. Navigation of the seas has to be free and open as it was before. Bon, et maintenant, dans la bande de Gaza, il y a le premier ministre israélien qui a annoncé aujourd'hui qu'il voulait s'emparer d'une plus grande partie du territoire. Alors, Benjamin Netanyahou veut étendre, en fait, le contrôle militaire d'Israël à 70 % de la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'il y a toujours un cessez-le-feu qui est en vigueur et qui avait été conclu avec le Hamas. Donc, cette déclaration pourrait accroître les tensions dans le Moyen-Orient. La trêve est entrée en vigueur, je vous rappelle, le 10 octobre dernier. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70. בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות. Bon, je termine en mentionnant qu'Israël a aussi annoncé de suspendre ses relations avec le secrétaire général de l'ONU un petit peu plus tôt aujourd'hui. Maud, dis-moi, en voyant ce qui se passe au Liban et dans la bande de Gaza, est-ce que le mot cessez-le-feu a encore un sens, ou en tout cas le même sens? C'est vraiment la question que je me pose, moi, parce que là, il y a des offensives et ça risque l'embrasement vraiment régional. On ne sait pas exactement. C'est très instable. Moi, je trouve qu'on est comme sur une ligne en ce moment. Et c'est sûr que je pense beaucoup aux près de 2 millions de Palestiniens coincés dans un territoire qui n'arrête pas de rapetisser. Donc, c'est dangereux. Dans cette partie du monde, on entend parler d'entente. Finalement, il n'y a pas de règle qui tient. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de ligne, il n'y a plus de ligne. Les mots n'ont plus aucun sens. Et pendant ce temps, on pense aux pertes humaines et qui prend les décisions et qui mène qui. Je ne comprends plus rien. Oui. Victor, qu'est-ce qu'Israël tente de faire sur ces territoires-là? Ce qu'on se rend compte, c'est qu'Israël
fait une guerre colonialiste. Elle cherche à prendre des territoires. Netanyahou l'a dit. Nous allons occuper ce territoire-là, nous nous occuperons des autres après. Et littéralement, les États-Unis sont tombés dans le piège d'Israël, qui depuis le jour 1 a cette intention-là, que ce soit au sud du Liban ou que ce soit dans la bande de Gaza. Rappelons que cet homme-là, le premier ministre israélien, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Ouais. Et on dirait que c'est lui qui mène en ce moment. Oui, mais là, les États-Unis sont occupés ailleurs en ce moment, entre autres en Iran. Est-ce que tu penses, Alain, que les États-Unis pourraient se mêler là, de ce qui se passe en ce moment? D'après moi, Donald Trump en a plein ses baskets avec la guerre en Ukraine, la guerre avec l'Iran. Il n'est pas capable de rouvrir le détroit qui était ouvert avant de commencer cette guerre. Effet, rappelons-le. D'après moi, là, il ne se mêlera pas de ça du tout. Il va laisser aller les choses. Vous avez des commentaires à partager avec nous, des idées de débat? Voici mon adresse. Je n'ai pas pour nous écrire. D'ailleurs, si vous voulez également nous voir en direct sur Crave, vous pouvez le faire ou en rattrapage. Tout est là. On assistait à beaucoup de mouvements de personnel en politique à Québec, mais aussi à Ottawa. Cette fois, c'est le député bloquiste Simon-Pierre Savard-Tremblay qui fait le saut en politique provinciale avec le Parti québécois. Il siège comme indépendant là, depuis aujourd'hui. Il va démissionner cet automne pour pouvoir faire campagne. L'annonce de sa candidature sera faite demain matin à Saint-Hyacinthe en présence des chefs Yves-François Blanchet et Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça va se faire à deux, justement. Et ces deux-là espèrent ainsi là, montrer l'unité des troupes souverainistes. Victor, c'est une bonne ou une mauvaise prise? Drôle de prise? C'est une bonne prise, mais c'est une drôle de prise. Parce que, dans le fond, Saint-Hyacinthe fait partie de ces comtés auxquels le PQ peut aspirer assez facilement dans une victoire. Comté très francophone qui, habituellement, fait partie de ce bassin de comtés-là. Ouais. Alors, d'aller chercher un député bloquiste à ce moment-ci, il me semble qu'on voudrait annoncer du 109 en politique d'abord, avant d'aller chercher des gens d'autres partis. Alors, c'est quoi la stratégie? Je suis un peu surpris. Je sais pas, j'ai hâte de les entendre demain dans le discours pour comprendre c'est quoi qui justifie d'abord le timing et ensuite ce mouvement-là. Peut-être c'est du côté de son appartenance à la nation huronne. Alors, peut-être c'est de ce côté-là qu'on ira, mais je le confirmerai demain dans le discours. Alain, est-ce qu'on peut s'attendre, selon toi, à voir d'autres députés fédéraux s'en venir à Québec? Je serais pas surpris parce qu'à Ottawa, c'est pas le fun pour les députés d'opposition de tous les partis, incluant le Bloc, qui n'ont aucune visibilité. On sait qu'ils en ont encore pour un minimum de 3 ans avec le gouvernement majoritaire, avec un Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut faire un référendum. Il y en a là-bas, là, c'est des vrais souverainistes purs. Là, hein. Ils sont pas tous modérés comme Yves-François Blanchet. Donc, peut-être certains autres pourraient être intéressés par une carrière au Québec. Est-ce que c'est un signal, selon toi, Maude, de l'engouement autour de la question souverainiste? C'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'il y a un momentum en ce moment chez les souverainistes? Puis donc, si c'est une tendance qui continue comme ça, on peut penser que oui, effectivement. En tout cas, ça va faire un automne intéressant. Ah, ça va faire un automne chargé. Hein? Je pense qu'on va avoir des émissions bien remplies. On va parler de politique. Mais là, bon, à vos cellulaires, tablettes, c'est place au grand débat. On va pas parler tant de politique, on va parler d'examen du ministère. Hein? Le calvaire de bien des élèves. Ça commence dans 30 secondes.